Alors merci pour votre présence, merci à l'association médicale d'avoir programmé la thématique du RA pour cette première soirée des soirées médicales donc, de l'année. Je remercie aussi chaleureusement Élodie, Bertrand, Jean-Michel qui ont accepté d'intervenir sur la thématique du RA. Voilà, donc avant de laisser la parole à Élodie, je vais brièvement vous donner quelques éléments du contexte qui nous ont amenés à initier cette étude sur les pratiques en matière de gestion de la douleur dans le traitement préventif des rechutes du RA. Donc il va sans dire que la douleur, c'est une problématique majeure à laquelle sont confrontés les professionnels de santé et les patients dans un premier temps, et qui compromet donc l'observance au traitement. Donc pendant des années, cette problématique était, je dirais, maîtrisée, contrôlée avec l'utilisation de la lidocaïne en mélange avec le solvant de l'extensiline. Et puis tout a basculé en 2014 lorsque l'on a insisté à l'arrêt de la commercialisation de l'extensiline. Donc ça a été compliqué pour les professionnels de santé, pour les patients, parce que, évidemment, les protocoles que l'on a réalisés et actualisés, évidemment, ne prévoyaient pas l'utilisation, les recommandations qui s'appliquaient donc aux nouvelles spécialités qui ont remplacé l'extensiline, ne recommandaient pas l'utilisation de la lidocaïne. Et donc, on s'est retrouvé devant une impasse. Et si ce n'était pas suffisant, en plus, entre 2014 et 2018, date à laquelle l'extensiline est revenue, eh bien, plusieurs spécialités se sont succédées. Il n'y a pas eu qu'une seule spécialité. Plusieurs spécialités se sont succédées avec en plus des modes de conservation, d'utilisation différentes, ce qui n'a pas rendu la tâche facile. Eh bien, les professionnels de santé, dans l'intérêt du patient, et pour certains, ont continué à utiliser la lidocaïne face au risque de rupture de traitement. On savait que ça existait, que ces pratiques se poursuivaient, mais on n'avait pas du tout la notion, on ne savait pas du tout dans quelle proportion ça se faisait, ni de quelle manière. Est-ce que c'était mélangé, est-ce que c'était en préadministration, c'était c'était l'inconnu, on n'avait aucune documentation en la matière. Alors pendant tout ce temps-là, on a aussi beaucoup réfléchi, on a surtout été très vigilants en matière de pharmacovigilance et on a sollicité les professionnels de santé pour faire remonter les éventuels effets indésirables qui pouvaient se produire lors de l'utilisation de la benzatine, benzylpénicilline et notamment lorsqu'elle était associée à la lidocaïne. On a donc été très vigilants là-dessus, on a vraiment... On a vraiment sollicité, on a été allé vers les professionnels de santé pour avoir ces remontées-là. Et suite à ça, eh bien, on a ouvert un débat qui est allé vers deux constats. On avait vraiment besoin de savoir quelles étaient les pratiques réelles sur la gestion de la douleur. Et puis, on s'était dit que, puisque ces pratiques, l'utilisation de la lidocaïne se poursuivait, pourquoi pas en Calédonie, et que, évidemment, le nombre de patients traités en prévention des rechutes de RA étant important sur le territoire, pourquoi ne pas documenter des pratiques qui se faisaient, il ne s'agissait pas de mettre en place des pratiques qui étaient contre AMM, mais documenter ces pratiques qui se faisaient malgré tout, essayer de voir et de relever s'il y avait des effets indésirables ou pas en utilisant la lidocaïne avec l'extensiline. Donc nos espoirs ont été vite réduits à néant par l'inspection de la pharmacie qui nous a dit qu'on n'avait pas sur le territoire la compétence pour pratiquer des études de sécurité de médicaments. Mais nous avons continué, donc de toute façon, nous avons fait cette étude sur les pratiques et je laisse la parole à Élodie qui va vous détailler plus en détail, plus précisément ce que l'on a fait. Merci Nina, donc bonjour à tous. Donc c'est dans ce cadre que Nina vous a expliqué qu'elle a donc fait appel à moi. Donc je suis épidémiologiste et en charge des programmes baromètres santé à l'Agence sanitaire et sociale. Et j'aide aussi les autres programmes de l'ASS à réaliser des enquêtes et à faire des analyses. Donc l'objectif de cette enquête était donc de décrire les pratiques actuelles
des équipes médicales et paramédicales du secteur public et des médecins généralistes du secteur privé, concernant donc les différentes méthodes de gestion de la douleur utilisées dans l'antibioprophylaxie injectable du RAA en 2018. Les objectifs secondaires étaient de déterminer donc, les méthodes de gestion de la douleur les plus utilisées, d'estimer la proportion de professionnels de santé qui utilisaient la lidocaïne et savoir comment ils l'utilisaient, les modes d'administration, les raisons et les circonstances. Et également, en même temps, informer et impliquer les professionnels de santé pour une future étude qui sera plus basée sur le vécu du patient. Donc on a décidé de faire une enquête descriptive transversale. Donc la population cible, c'était l'ensemble des médecins et infirmiers exerçant dans le secteur public et également l'ensemble des médecins généralistes du secteur privé. Donc on avait exclu les infirmiers du secteur privé. Parce que c'était difficile de les contacter. Les infirmières libérales, ouais, mais c'était très difficile de les contacter. C'était difficile de les mobiliser et en plus, des infirmiers souvent ont 1 ou 2 patients en suivi et c'était un peu, c'est compliqué pour les plus. Donc ensuite, on a récupéré les adresses mail donc, de l'ensemble des médecins et infirmiers exerçant dans les 31 CMS des 3 provinces, donc à l'aide de la DASPS, la DEPAS et les gestionnaires des CMS de la province des Îles. Le CHT, on a récupéré les adresses donc, de l'ensemble des médecins hospitaliers qui exerçaient dans les services de pédiatrie et de médecine interne. Donc là, pareil, on a sélectionné ces 2 services puisque c'était les 2 services qui sont susceptibles de réaliser ces injections. Et on a récupéré aussi donc, l'ensemble des adresses des médecins libéraux suivant au moins un patient en longue maladie pour un RA. Donc là, c'est la DAS qui nous a donné cette liste de médecins. Et nous, à l'ASS, on avait les mails des médecins libéraux puisqu'on avait réalisé un baromètre professionnel auprès des médecins professionnels. Donc au total, on avait 357 professionnels de santé qui ont été recensés et contactés. Comment on a recueilli les données? Donc on les a recueillies pendant 6 semaines via un questionnaire auto-administré en ligne. Donc en fait, on a envoyé un premier mail d'invitation le 22 mai, donc à toutes ces personnes qu'on avait recensées, où ils avaient un lien unique pour avoir accès au questionnaire. On a fait des relances mail et donc la clôture de l'enquête, elle a été faite le 6 juillet. Le questionnaire était composé de 3 parties, consentement, caractéristiques professionnelles et pratiques en matière de gestion de la douleur. Le temps de passation était environ de 5 minutes. Concernant le taux de participation, donc on était à 29% de taux de participation. On a eu 104 réponses, donc 104 questionnaires entièrement remplis sur les 354. Et on voit également que si on regarde le statut, donc c'était infirmier, médecin public, médecin libéral. Donc là, en fait, on a une surreprésentation des infirmiers. La répartition de la population cible, on avait 40% d'infirmiers, 23% de médecins publics, 37% de médecins libéraux. Et dans l'échantillon des répondants, on a plus d'infirmiers parce qu'ils ont mieux participé et moins de médecins libéraux. Ensuite, dans les provinces, c'est pareil, on a également une surreprésentation de la province des îles Loyauté. Ils ont eu un taux de participation de 51%. Donc au final, dans l'échantillon, on se retrouve avec 31% de professionnels de santé des îles Loyauté, alors qu'en réalité, ils sont 18%. Donc ça, on verra que c'est important de le notifier, puisqu'on a présenté des résultats par province, on verra qu'il y a des différences. Et du coup, il faut bien garder en tête que dans les résultats que je vais vous présenter, il y a plus de professionnels des îles Loyauté que dans la réalité, et également plus d'infirmiers que dans la population qu'on avait ciblée au départ. Ensuite, donc, la première question du questionnaire, c'était « Suivez-vous actuellement des patients recevant des injections de BZT en prévention des rechutes de RAA ?» Donc là, on en avait 6% qui ont répondu non ou qui n'ont pas voulu se prononcer, donc ils ont été exclus, ils n'avaient pas à répondre aux autres questions, puisqu'on voulait vraiment que les professionnels de santé qui avaient des patients. Donc au total, les résultats qu'on va vous présenter, donc c'est sur 98 professionnels de santé qui ont déclaré suivre au moins un patient atteint de RAA, enfin qui recevait des injections.
Ensuite, il y avait 2 questions sur la douleur et le traitement. Donc, il y avait une question qui était au cours des 12 derniers mois. Est-ce que vous avez au moins un patient en rupture de traitement à cause de la douleur? Et donc là, ils sont un peu plus d'un professionnel sur 2 à déclarer oui. Ils avaient déjà vu des patients qui avaient arrêté le traitement à cause de la douleur. 24% chez les médecins libéraux, 61% chez les infirmiers et 68% chez les médecins salariés. Ensuite, on demandait aux professionnels de santé s'ils avaient le sentiment que la douleur était un problème dans l'adhésion au traitement. Et là, donc, 87% ont répondu que oui, c'était un problème. Ensuite, on passe au vif du sujet sur les méthodes de gestion de la douleur. Donc, on a demandé aux médecins quelles méthodes ils utilisaient lors des injections. Donc, ils avaient le listing et ils pouvaient cocher toutes les méthodes qu'ils utilisaient. Donc, on voit que la première méthode qui est la plus utilisée, c'est la lidocaïne, xylocaïne. Environ 62% de professionnels de santé ont déclaré qu'ils l'utilisaient. Ensuite, le pack de glace, 60%. Le méopa, 48%. Les antalgiques, donc c'était que le doliprane, 26,5%. Ensuite, la musique, 6%. L'homéopathie, 1%. Et ensuite, il y avait tout ce qui était autres méthodes, où là, ils pouvaient citer les méthodes qu'ils utilisaient. Dans ces autres méthodes, on retrouvait des techniques non médicamenteuses basées sur la relation soignant-soigné et l'accompagnement du patient. Donc, il y avait la relaxation, l'hypnose, l'accueil, l'environnement du patient, distraction et jeu pour les plus petits. Également des astuces dans la préparation ou la manière d'injecter, injecter plus ou moins rapidement, bien secouer la préparation. Donc voilà, chacun avait un peu ses méthodes. Et quelques-uns ont cité l'EMLA patch également. Donc on s'est dit qu'on allait regrouper les méthodes dites médicamenteuses avec lidocaïne, méopa, antalgique et les EMLA patch. Donc là, il y en avait 28% des professionnels de santé qui utilisaient seulement des méthodes médicamenteuses. Si on regarde les méthodes non médicamenteuses, pack de glace, musique, homéopathie et les autres méthodes citées en haut, il y en avait 9% qui utilisaient seulement ces méthodes. Et la grande majorité utilisait les 2 méthodes associées. Et il y en a 2% qui n'ont pas voulu se prononcer sur les méthodes de gestion de la douleur qu'ils utilisaient. Si on regarde ce qui se passe en fonction du statut professionnel, donc là à gauche vous avez les infirmiers, l'idocaïne en bleu, ensuite le rose un peu foncé c'est le pack de glace, le méopa en rose clair et les antalgiques en marron noir. Donc à gauche les infirmiers, au milieu les médecins salariés et à droite les médecins libéraux. Donc on voit que les médecins libéraux sont 84% à avoir déclaré qu'ils utilisaient ou prescrivaient la lidocaïne. Moins chez les infirmiers, 57%, et chez les médecins salariés, 47%. Donc là, par rapport à la différence entre les répondants et la population cible, donc là, on voit que les médecins libéraux utilisent plus souvent la lidocaïne, et pourtant, ils étaient sous-représentés dans l'échantillon. Donc on peut supposer qu'en fait, le 62% sur l'ensemble, il peut être plus élevé. 62% des professionnels qui utilisent la lidocaïne, en réalité, il doit être plus élevé, puisqu'on aurait plus de médecins libéraux et qu'ils utilisent plus souvent la lidocaïne. Pack de glace et antalgiques sont plus souvent cités par le secteur public et le méopa est exclusivement utilisé dans le secteur public. Si on regarde par province, donc à gauche vous avez la province sud, au milieu la province nord et à droite la province des îles. Donc dans la province nord, ils sont 92% des professionnels de santé à déclarer utiliser la lidocaïne, un peu moins en province sud, encore moins en province des îles. Et là, pareil, vu que les îles sont surreprésentées dans l'échantillon des répondants, alors qu'ils déclarent moins utiliser la lidocaïne, pareil, on suppose qu'en fait, c'est plus que 62% dans la totalité qui utilisent la lidocaïne. Dans les îles, on voit qu'ils utilisent plus souvent donc, le pack de glace à 78% et le méopa à 75%. Ensuite, il y avait une question donc, sur la manière d'injecter la lidocaïne.
comment vous faites l'administration de lidocaïne. Donc là, c'était une question parmi seulement les professionnels de santé qui l'utilisaient. Et 50% d'entre eux ont déclaré l'utiliser en préadministration, avec la même aiguille laissée en place ou non. 33% l'utilisent en remplaçant 1, 2 ou 3 cc du solvant par la lidocaïne, donc en mélangeant les deux. Et 17%, on n'a pas réussi à savoir précisément comment ils l'utilisaient et on n'a pas pu les classer dans une catégorie précise. Donc si on rapporte ces résultats à l'ensemble de la population enquêtée, donc la proportion de professionnels de santé qui mélangent la lidocaïne à la BZT et s'élève au minimum à 20%. Ensuite, il y avait une question, donc toujours chez les professionnels de santé qui utilisent la lidocaïne. Est-ce que vous pensez que ça facilite l'acceptation de l'injection? Et là, 95% des professionnels de santé ont dit oui. Donc 58% tout à fait, 37% plutôt oui. Et également, on demandait s'ils avaient des profils types de patients pour lesquels ils administraient systématiquement la lidocaïne. Et donc les deux grands groupes, c'était les enfants et les patients qui avaient déjà eu une rupture de traitement précédemment. Chez les professionnels de santé qui n'utilisaient pas la lidocaïne, on leur a demandé les raisons de non-utilisation. Et la principale raison, c'était pour 85% d'entre eux le fait qu'il n'y avait pas de protocole officiel, pas d'AMM, qu'il existait une contre-indication du mélange ou qu'on leur avait conseillé de ne pas le faire. Il y en avait 12% qui pensent que les autres techniques étaient aussi efficaces que la lidocaïne et un médecin qui n'était pas sensibilisé au caractère douloureux de l'injection puisqu'elle était réalisée par l'infirmière. Et en fin de questionnaire, on avait laissé une partie commentaire libre où chaque professionnel de santé pouvait exprimer son sentiment sur le questionnaire et sur, en général, les traitements. Et il y avait 3 grands thèmes qui ressortaient. La nécessité d'harmoniser les pratiques concernant l'utilisation de la lidocaïne sur le territoire, besoin d'une clarification sur les recommandations, de conseils sur les bonnes pratiques d'injection. Il nous répétait donc que l'utilisation de la lidocaïne améliorait la prise en charge de la douleur des patients et le fait que la douleur était propre à chaque patient et que les méthodes utilisées variaient d'un patient à l'autre. Donc je vais redonner la main à Nina pour la conclusion et sur expliquer qu'est-ce qu'on a fait suite à ces résultats. Brièvement, ce que l'on retient de cette étude, c'est que selon les professionnels de santé, là vraiment on n'est pas du côté patient, mais selon les professionnels de santé, pour eux, la douleur c'est vraiment une problématique pour l'observance au traitement. Et ils ont exprimé vraiment un vécu difficile quand le patient, quand ils administrent un soin douloureux, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile pour eux à vivre. Si l'on regarde ce que l'on cherchait dès le départ, donc parmi les méthodes de gestion de la douleur les plus utilisées, on voit que la lidocaïne arrive nettement en tête, nettement en tête, effectivement. Après arrive donc la glace, le méopa et les antalgiques. Mais on voit également que les professionnels de santé utilisent aussi d'autres méthodes et les associent à l'accueil, des méthodes non médicamenteuses, à la relation que l'on peut avoir avec le patient. Donc c'est qui est quand même... ça nous a rassurés parce que des études montrent que la douleur n'est pas le seul élément à prendre en compte dans l'inobservance au traitement et que la qualité de la relation est aussi très importante. Donc, il est ressorti aussi, l'autre fait saillant, c'est qu'il y a une forte hétérogénéité des pratiques qui est préjudiciable à la prise en charge des patients. D'une part, pour le patient ne comprend pas, surtout quand il est amené à changer, à se déplacer sur le territoire, il ne comprend pas pourquoi, à certains endroits, dans certains lieux, il a de la lidocaïne associée dans son injection et dans d'autres endroits, il ne peut pas l'avoir. Donc c'est un peu compliqué, incompréhension pour les patients. Et au niveau des équipes des CMS, ça pose aussi problème parce que certains professionnels de santé utilisent la lidocaïne, d'autres ne l'utilisent pas, d'autres l'utilisent en mélangeant dans le solvant.
Ça crée des tensions parce que les patients veulent se faire piquer par tel professionnel et pas par d'autres. Et donc, c'est compliqué. Donc, on a vraiment entendu... C'était vraiment très important d'aller recueillir ces éléments-là de la part des professionnels de santé. Et donc, on a retravaillé le protocole. Donc c'est une victoire pour nous, c'est peut-être une petite avancée pour les professionnels de santé, mais pour nous c'est une petite victoire quand même, c'est une grande victoire pardon, de pouvoir, d'avoir pu mettre dans ce protocole la possibilité de faire une préadministration de lidocaïne avant l'injection d'extensiline. Et puis on a aussi tenu compte de toutes les méthodes qu'ils utilisaient, on les a intégrées dans le protocole. Donc dans les prolongements de cette étude, on a envie d'aller plus loin et d'essayer d'évaluer donc l'efficacité de ces méthodes qui sont utilisées. Et puis, quelque chose qu'on n'a jamais fait et qui manque, c'est d'avoir le point de vue du patient et de pouvoir vraiment évaluer l'impact qu'a le traitement préventif des rechutes de RA sur la qualité de vie. Savoir comment à 12-13 ans, on vit le fait d'avoir des injections régulièrement, d'avoir un suivi et d'avoir un traitement sur... une période qui est pour eux une éternité. Voilà, donc on souhaite, et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour répondre aux attentes des uns et des autres, mais on essaye de faire pour le mieux. Voilà. Bon, bonsoir à tous. Donc moi je suis le docteur Meunier, cardiologue. Je vais vous parler, je vais faire trois parties ce soir, je vais essayer de ne pas être trop long, mais bien qu'il y ait beaucoup de choses à dire. Une première partie qui va concerner le diagnostic du RA avec notamment les derniers critères modifiés de Jones qui datent de 2015. Une deuxième partie sur la prévention secondaire du RA et des CRC et une troisième partie sur les critères de dépistage échographique des CRC. Alors, en préambule, je vous rappelle que c'est une maladie qui a quasiment, enfin une maladie grave qui a quasiment complètement disparu aux États-Unis et en Europe, alors qu'au début du XXe siècle, elle a tué plus de jeunes américains entre 5 et 20 ans que toutes les autres maladies réunies. Donc c'était vraiment c'est une maladie grave et sévère qui est souvent sous-estimée. C'est la cause la plus fréquente de cardiopathie chez l'enfant et de mortalité cardiovasculaire la plus fréquente chez les enfants et l'adulte jeune de moins de 40 ans. Cette maladie a donc été quasiment éradiquée dans les pays développés, mais elle persiste malheureusement dans les zones tropicales et particulièrement dans trois zones que sont l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et le Pacifique Ouest. Qui totalise à elle seule, ces trois régions, 84% des cas de RA et de CRC du monde et 80% de la mortalité. L'Inde à elle-même a le plus fort pourcentage, elle totalise 27% du RA, c'est énorme. En Afrique, c'est surtout l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord. Dans le Pacifique Ouest, la Chine qui a une grosse endémie. Toujours dans le Pacifique Ouest, les États insulaires du Pacifique comme Tonga, le Vanuatu, etc. Et des pays comme l'Australie, avec les communautés, dans les communautés autochtones aborigènes et la Nouvelle-Zélande dans les communautés maoris qui ont une très très forte endémie de RA et de CRC. Elle persiste aussi encore au Moyen-Orient, en Égypte, il y en a encore beaucoup, au Soudan, au Yémen, toutes ces zones de guerre, notamment le Yémen, le Soudan, où il y a beaucoup de populations qui se déplacent et beaucoup de problèmes de germes. Donc ça, en 2005, l'avant-dernier recensement de l'OMS en 2005 montrait qu'il y avait 20 millions de CRC, 471 000 nouveaux cas de RA tous les ans, dont 336 000 rien que pour la classe des 5-14 ans, qui est la tranche d'âge la plus affectée. En 2015, les choses ne se sont pas arrangées,
puisqu'on est passé à 33,4 millions de CRC, 11,5 millions d'années de vie perdues par incapacité, par morbidité, 305 000 décès par an, et des décès prématurés dont 60% survenaient avant l'âge de 70 ans. Donc c'est une maladie assez effroyable, et encore ces chiffres sont très probablement nettement sous-estimés si on extrapole les données du dépistage échographique, et il faudrait mieux réévaluer ces données à presque 80 millions de CRC dans le monde et 1,4 million de décès par an. Tout ça a un coût énorme. Il y a des études de coûts qui ont été faites par l'OMS au Brésil, par exemple. Le coût de cette maladie pour une famille, ça représente au Brésil 97 $ US. Pour la société en général brésilienne, un patient coûte 320 $ US, alors que l'extensiline ne coûte que 23 $ US par an. Donc c'est une maladie qui pourrait être évitée dans un certain nombre de cas, et il faut mettre vraiment l'accent sur le diagnostic et sur le traitement. Alors, l'OMS s'est enfin réveillée, enfin, c'est pas enfin réveillé, je suis méchant, mais le 25 mai, ils ont adopté pour la première fois une résolution où les six États membres de l'OMS ont reconnu que c'était une priorité globale, et pour la première fois, et que ça nécessitait une réponse adaptée, et qu'il fallait vraiment mettre l'accent là-dessus. Donc, à savoir sur le diagnostic, faire des efforts pour le diagnostic avec les critères de Jones, l'échographie cardiaque qui est très très importante, essayer de développer un vaccin pour la prévention primaire et pour la prévention primaire du RAA, faciliter l'accès aux soins pour les patients, et j'en oublie, former des médecins, former des infirmières, former des chirurgiens, parce qu'il y a énormément de cardiopathies rhumatismales qui nécessitent des interventions, des dilatations et autres. Donc là, vous avez un peu la carte du monde. Vous voyez, les gros points bleus, c'est bon, ça marche plus, c'est pas grave. Donc vous voyez l'Inde, la Chine, l'Asie du Sud-Est, etc. Alors, on parle de pays à haut risque quand l'incidence du RA dans la tranche des 5-14 ans est supérieure à 30 pour 100 000. Nous, ici, dans la tranche des 5-14 ans, on est à 111 pour 100 000. L'Afrique, ils sont à 570. Les communautés aborigènes en Australie sont à 380. Vous voyez, on est des pays à haut risque. Alors un petit rappel de ce que c'est le RA. Donc pour faire du RA, il faut... Oh merde, qu'est-ce qui s'est passé là? Flûte. Annulé. Désolé, là j'ai fait une manip. Donc, pour faire du RA, enfin, le RA, c'est une réponse auto-immune croisée retardée à une infection en pharyngée à streptocoque A chez un hôte susceptible. Ce n'est pas n'importe qui peut faire du RA. Le problème ça va se manifester par une atteinte de 4 tissus, les articulations, le cœur, la peau, le cerveau. Les articulations, la peau et le cerveau vont guérir spontanément. Par contre, ce qui fait la gravité de la maladie, c'est le cœur. Alors, tout le monde n'est pas prédisposé au RAA, et toutes les souches de streptocoque ne sont pas capables de causer un RAA chez un hôte prédisposé.
On pense qu'il y a à peu près 3 à 5% des individus de n'importe quelle population, hein, ce n'est pas une histoire raciale, qui ont une prédisposition inhérente au RA, bien que les bases de cette susceptibilité soient inconnues, mais probablement génétiques. Voilà. Alors, quelques données générales sur les facteurs de risque de RA. Donc, c'est la première crise, hein, le RA initial, elle survient en général entre 5 et 14 ans avec un pic d'incidence entre 6 et 8 ans pour la première crise, hein, je ne parle pas pour des rechutes. Il y a quelques cas qui ont été rapportés à 2-3 ans, donc c'est très jeune, et la première crise survient rarement après 30 ans, donc c'est surtout entre 5 et 14 ans. Les rechutes, par contre, elles peuvent s'étaler sur toute l'enfance, l'adolescence, chez l'adulte jeune. Elles sont possibles mais rares jusqu'à 35-45 ans. C'est surtout dans les 5 ans qui suivent la première crise que les crises surviennent. Et plus la première crise est précoce, et plus les rechutes, le risque de rechute sont importants. Et plus que les risques de CRC secondaires sont importants. La CRC, elle, par contre, va être décalée dans le temps. Le pic de prévalence, c'est entre 25 et 34 ans. Au niveau des facteurs du sexe, au niveau des crises de RA, il y a autant de garçons que de filles qui sont atteints de RA, mais il y a beaucoup plus de femmes, de filles qui vont faire des cardiopathies rhumatismales chroniques avec des formes beaucoup plus graves, des formes polyvalvulaires. Alors il y a probablement une réceptivité immunitaire qui est supérieure chez les filles que chez les garçons. Il y a plusieurs raisons. Donc il y a des facteurs intrinsèques, un petit peu comme dans le lupus érythémateux, où il y a plus de femmes qui font du lupus que les hommes. Et on nous dit aussi qu'elles sont plus exposées au streptocoque, parce que très jeunes, elles sont enrôlées pour l'éducation des enfants. Enfin, l'éducation, elles doivent s'occuper des gosses, etc. Et donc faire le ménage, donc dans les populations défavorisées. Et elles sont plus souvent en contact avec les germes. Alors les facteurs environnementaux sont importants, bien sûr c'est lié à la colonisation bactérienne, les échanges de germes qui sont liés, c'est une maladie de la pauvreté, du bas niveau socio-économique. Le facteur qui pèse le plus, c'est probablement la promiscuité dans l'habitat. C'est-à-dire que plus les gens sont dans des habitats confinés nombreux, et plus il y a de risques de faire du RA. Le milieu rural, il y a plus de cas de RA dans le milieu rural que dans le milieu urbain, quoique dans le milieu urbain, dans les bidonvilles, il y en a tout autant. Dans les zones où il n'y a pas d'accessibilité aux soins, l'instabilité sociale, j'ai parlé des zones de guerre, des mouvements. Quand vous avez fait un antécédent de RA, vous avez plus de chances de faire du RA. J'ai parlé des prédispositions génétiques tout à l'heure. Alors, on va en arriver, après ce préambule un peu long, aux critères de Jones. Donc les critères de Jones, jusqu'à l'avant-dernière révision, jusqu'en 92, donc c'est établi par l'AHA, qui est une société américaine, l'American Heart Association, qui avait défini avec Jones ces critères depuis 1944, qui ont été révisés progressivement. Donc il y avait 5 critères majeurs classiques, la cardite, la polyarthrite, la chorée, les érythèmes marginés, les nodules sous-cutanés. 5 critères mineurs, la fièvre, les arthralgies, l'AVS, la CRP, la leucocytose, l'allongement de PR, un antécédent de RA. Et il fallait une preuve d'infection récente à streptocoque, soit une élévation des anticorps antistreptococciques, soit un prélèvement de gorge positif, soit des tests antigéniques directs rapides, soit une scarlatine récente qui était la preuve d'une atteinte rhumatismale. Si on avait 2 critères majeurs ou un critère majeur et 2 mineurs et une preuve d'infection récente à streptocoque, on avait le diagnostic fait de RA. Exception faite pour la chorée, qui ne nécessite pas l'élévation des anticorps antistreptococciques, parce que c'est quelque chose qui s'étale sur le temps entre l'infestation et l'apparition de la chorée. Et puis il y a une autre forme extrêmement trompeuse et insidieuse qui s'appelle la cardite insidieuse. C'est une cardiopathie rhumatismale qui s'installe à très bas bruit, avec très peu d'arthralgie,
un peu de fièvre, de la fatigue. Bon, c'est un diagnostic un peu difficile et la cardite s'installe très progressivement, la cardiopathie chronique, et elle est révélée souvent tardivement, alors qu'il n'y a jamais eu de scène de RA. Par exemple, en fin de grossesse, sur un rétrécissement mitral serré. Alors, je fais une mention spéciale pour la cardite qui excluait les critères échographiques. Donc, qu'est-ce qui a changé avec les nouveaux critères de 2015 ? Parce que ces critères-là, je reviens dessus, ces critères de 1992, ils étaient très bien pour les États-Unis où il y avait peu de RA. Donc, il y avait c'était des critères durs, ça évitait de faire des faux positifs, de surtraiter les gens. Par contre, dans les zones à haut risque, ces critères étaient trop durs, donc il y avait un manque de sensibilité et il y avait des gens qui échappaient au diagnostic. Donc, sous la pression des pays à forte endémie, et notamment les Australiens et les Néo-Zélandais, ils ont, avant que l'AHA le décide, déjà depuis 2006 et 2012, ils avaient fait des changements pour améliorer, pour changer les critères. Alors, les grosses différences, c'est qu'on va faire des niveaux de risque. On va faire des bas risques et des hauts risques. On va introduire la cardite infraclinique, c'est-à-dire une valvulopathie qu'on n'entend pas, qui n'a pas de souffle, qui devient un critère majeur. Et la polyarthralgie devient un critère majeur dans le haut risque. Alors, on va aller directement là-dessus. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment la diapo à retenir. Donc, vous avez deux colonnes. À la colonne de gauche, vous avez le bas risque et la colonne de droite, le haut risque ou le risque modéré. Alors, tout ce qui est bas risque, ça veut dire qu'il y a une incidence de RA qui est dans les 5-14 ans inférieure à 2 pour 100 000 et une prévalence tout venant des CRC inférieure à 1 pour 1000. Tout le reste, c'est considéré comme du modéré ou du haut risque. Parce que les Australiens, si vous voulez, avaient, eux, au départ, bon, j'ai plus mon truc, avaient séparé le haut risque et les autres. Là, on fait bas risque et risque modéré et haut risque. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Vous voyez dans la colonne de gauche, au niveau des critères majeurs, c'est l'apparition de la cardite infraclinique, c'est-à-dire il n'y a pas de souffle à l'auscultation, mais quand on fait une écho, tout RA doit avoir une écho, on voit une fuite pathologique et donc c'est considéré comme une cardite. Et pareil pour le haut risque. La polyarthrite, dans le côté gauche, elle reste comme avant, comme en 92. La chorée, l'érythème marginé et les donules subcutanés, ça reste pareil. Par contre, dans les risques modérés et hauts risques, c'est-à-dire chez nous, non, alors là, j'ai fait une grosse coquille. C'est modéré, critère majeur. Non, on garde la polyarthrite, pardon, excusez-moi, on garde la polyarthrite, mais apparaît la monoarthrite, c'est-à-dire qu'une monoarthrite devient un critère majeur du moment qu'on a éliminé une arthrite septique. Et les polyarthralgies. Avant, la polyarthralgie, c'est un critère mineur. Dans les hauts risques, ça devient un critère majeur. Pour le reste, la chorée et les signes cutanés, c'est la même chose. Au niveau des critères mineurs, dans le bas risque, ça reste comme avant la polyarthralgie, mais on rajoute aussi la monoarthrite aseptique comme critère mineur. La fièvre, il faut une fièvre supérieure à 38,5, l'AVS supérieure à 30 et la CRP, au lieu de 30, ils sont montés à 60 pour augmenter la spécificité et l'allongement du PR. Pareil, dans le côté droit, dans le haut risque, la monoarthralgie est introduite comme un critère mineur. Et la fièvre, c'est plus 38,5, c'est 38. L'AVS, c'est 30 et la CRP, c'est 30. De l'autre côté, c'est 60 pour le bas risque. Et l'allongement de PR, ça reste pareil.
Un petit mot sur l'allongement de PR, il faut, parce que c'est un critère qui peut servir, il faut le pondérer en fonction de l'âge. Donc le PR limite chez l'adulte, c'est 200 millisecondes, 0,2 secondes, 5 petits carreaux sur l'électro. Ça, on considère que à partir de 17 ans et au-dessus, c'est la limite, c'est 200 millisecondes. Quand on passe dans la tranche en dessous, c'est-à-dire entre 12 et 16 ans, c'est 180 millisecondes. Et quand on baisse encore d'un cran en dessous de 12 ans, c'est 160 millisecondes. Donc il faut bien, ça peut aider de connaître ça. Donc voilà pour les critères. Alors qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a ces critères, on a plusieurs solutions. Soit c'est un RA initial avéré, donc il faut 2 majeurs comme avant, ou un majeur et 2 mineurs, plus une preuve d'infection à streptoa. Une rechute, ça c'est le deuxième cas, ce qui n'existait pas avant en 92, hein, c'est soit un RA initial, soit une rechute. La rechute, c'est soit vous avez déjà fait du RA documenté, soit vous avez une CRC qui est connue. Là, il vous faut 2 majeurs comme en haut, un majeur et 2 mineurs comme en haut, ou 3 mineurs. Hein. Donc si vous avez déjà fait du RA ou si vous avez une cardiopathie rhumatismale chronique, il vous suffit de 3 critères mineurs pour faire le diagnostic d'une rechute. Après, alors soit vous avez tous les critères réunis et c'est bon, soit il vous manque un critère. C'est ce qu'on appelle le RA probable. Donc, c'est un tableau incomplet. Alors, c'est laissé à votre appréciation. Soit il y a une forte suspicion de RA, ça ressemble beaucoup à un RA, vous n'avez pas d'autres diagnostics. Soit c'est vraiment très douteux, c'est litigieux, c'est hésitant. Alors, on va voir ce qu'on fait dans ces cas-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait devant un RA probable? Devant un RA... Putain. Pourquoi ça ne marche pas? Bon. Soit vous avez à droite, vous avez une forte suspicion de RA, vous le gérez comme un RA confirmé, vous le traitez avec de l'extensiline, un traitement anti-inflammatoire, etc. Soit vous avez un diagnostic incertain, à ce moment-là, vous, dans le doute, si vous n'avez pas d'autre diagnostic différentiel, vous traitez comme un RA et au bout d'1 an, vous refaites le point. Si l'échographie cardiaque est normale et que vous n'avez rien d'autre à vous mettre sous la dent, on peut arrêter la prophylaxie. Par contre, si ça évolue vers une forte suspicion de RA ou qu'il y a des lésions en échographie, eh bien on va le passer comme un RA confirmé et on va le traiter comme ça. Donc RA incertain et forte suspicion. Alors, les aspects de la cardite aiguë. Alors, dans l'atteinte cardiaque du RA est souvent mineure au début, mais il y a 10% de formes très sévères. Elle est parfois retardée de 2 semaines, occasionnellement 1 mois, et c'est pour ça qu'il faut répéter l'écho. Hein. Après une crise de RA, il faut le répéter parce que des lésions cardiaques peuvent apparaître. Les critères pour avoir une cardite rhumatismale, il y a des critères Doppler et des critères morphologiques. Mais les critères Doppler suffisent. Si vous avez des critères de fuite pathologique, c'est-à-dire que pour l'IM, il faut que ce soit vu dans 2 incidences, que l'extension soit supérieure à 2 cm et qu'elle soit holosystolique. Pour l'IA, il faut qu'elle soit vue dans 2 incidences, supérieure à 3 mètres à 1 cm et holodiastolique. Il y a aussi des modifications morphologiques dans la cardite aiguë. C'est plutôt une dilatation de l'anneau, une élongation de cordage qui peut entraîner un prolapsus de l'extrémité d'un feuillet. Ça peut aller jusqu'à la rupture de cordage avec une inversion de valvule, ce qu'on appelle le flail en anglais, un fléau avec une valve qui bascule dans l'oreillette, notamment au niveau de l'insuffisance mitrale, qui est sévère dans ce cas-là. Ça peut donner des petits nodules des extrémités valvulaires, soit isolés, soit enchapelés.
Ça, c'est des aspects de cardite aiguë, mais qu'on ne voit pas toujours. À l'opposé, dans la cardite chronique, les lésions évoluent vers un épaississement des cordages et des feuillets et une fusion des commissures, je vous en montrerai tout à l'heure, et avec un mouvement restrictif et puis des calcifications. Au niveau de la valve aortique, il y a des modifications morphologiques qu'on peut voir aussi bien en aigu qu'en chronique, à savoir c'est un épaississement focal ou un épaississement irrégulier des sigmoïdes, un défaut de coaptation des valves, un mouvement restrictif ou un prolapsus. Alors la cardite infraclinique, donc elle est silencieuse à l'auscultation, mais seulement détectable en échographie, donc il faut une IA ou une IM pathologique. Si on a, alors une petite mention, c'est que si on a que des critères morphologiques de cardite aiguë, ça ne suffit pas pour porter le diagnostic. Pour l'AHA, il faut une IM ou une IA pathologique. Des modifications morphologiques sans fuite, c'est pas valable. La prévalence, c'est quand même, ça représente 17% des cas de RA, donc c'est pas négligeable. Ça persiste dans 45% des cas. Dans 71% des cas, selon une étude dans le Queensland, si la BPG n'est pas faite, les lésions vont s'aggraver. Et par contre, dans 2/3 des cas des cardites légères initiales, s'il y a un bon niveau de compliance à la BPG, à l'extensiline, il y a une guérison complète dans les 5 à 10 ans. Donc là, c'est pour vous illustrer. En bas, vous avez... Je ne sais pas pourquoi ça marche. Donc en bas à gauche, vous avez une insuffisance mitrale donc avec une enveloppe holosystolique. Vous voyez le G, c'est dommage que je ne puisse pas vous... Et à droite, l'insuffisance aortique avec une longueur de G supérieure à 1 cm. Ça, j'ai passé là-dessus. Alors, je vais vous présenter un cas d'échographie sur une cardite rhumatismale initiale, donc avec un enfant de 11 ans qui a fait son premier épisode de RA avec polyarthrite, cheville, genou, et qui a été hospitalisé en pédiatrie avec une IA et une IM minime initiale sans dilatation des cavités. Ça, c'était en mars 2018. Il n'y avait pas de souffle. Donc là, on peut dire que c'était une cardite infraclinique. Il a eu une évolution initiale favorable sous corticothérapie et extensiline. Le père, je le suis aussi, est porteur d'une CRC. Enfin, il a eu du RA, il a une CRC. Et moi, je le recontrôle en ETT à 4 mois. Il va bien. Donc, il a une valve, sa valve mitrale, qui est souple, qui paraît a priori non épaissie. Là, vous avez le feuillet antérieur. On voit les cordages qui apparaissent par moment. La petite valve aussi qui est assez souple. La valve aortique paraît aussi assez fine. L'oreillette gauche est quand même commence à être dilatée. Le ventricule gauche commence à être dilaté. Alors, quand on le regarde un peu plus près, vous avez un aspect un peu en genou, avec une valve qui est légèrement épaissie, qui est à 3 mm, donc ça devient un critère morphologique, et donc une rétraction un peu de la valve antérieure. Quand on met la couleur, on voit qu'il y a une double fuite, une fuite sur la valve aortique en haut, une fuite sur la valve mitrale en bas. J'ai mis la vitesse là, pour les cardiologues assez élevée à 91 pour après pouvoir mesurer l'extension couleur. Donc là, on voit que la fuite aortique, elle fait 2,97 cm, donc elle est au-dessus de 1 cm, elle est pathologique. Là, c'est vu dans une autre incidence. La fuite mitrale, pareil,
Elle est mesurée à 3,22 cm, donc c'est une fuite pathologique. Là, c'est une coupe petit axe, donc on voit le culot aortique par-dessus avec les 3 sigmoïdes qui s'ouvrent, qui se ferment, et on voit la petite fuite au milieu, là, vous voyez, elle est là. Ça. La valve mitrale, donc toujours sur une coupe transverse avec la valve antérieure, la valve postérieure, une fuite qui est une double fuite, une fuite un peu centrale, puis une un peu sur la commissure postéro-interne. Apparemment, il n'y a pas de fusion des commissures, ça s'ouvre bien. Cette souris, elle me prend la tête là. Ça vaut le coup, c'est pas décrit, mais ça vaut le coup de mettre un petit coup de TM sur la valve. On voit quand même qu'il y a une ouverture qui est correcte, avec la petite valve qui est en opposition, qui est assez fine finalement. Alors après là, bon, je sollicite, c'est à l'appréciation de mes collègues cardiologues, quand on regarde la valve, les sigmoïdes aortiques, est-ce que là on peut dire qu'il y a un petit chapelet, est-ce qu'il y a un épaississement irrégulier de la valve, ou est-ce qu'elle est fine? Parce qu'on dirait que celle-là, elle est plutôt fine, celle-là, elle est plutôt... c'est pas facile, hein. Donc la fuite encore en 5 cavités, on voit la fuite aortique. Là, ça, une 4 cavités, une ouverture correcte de la valve mitrale, on voit les cordages, les 2 feuillets. Donc la fuite mitrale qui descend. Une autre incidence parce qu'il y en a une autre un peu commissurale. Donc là, on voit bien que la fuite aortique est holodiastolique, hein, vous voyez. Là, on mesure en 4 cavités la fuite mitrale. Là aussi, pareil, la fuite mitrale est holosystolique, donc c'est bien une fuite pathologique, il n'y a pas de RM. Bon, donc un une aggravation par rapport à ce qui avait été vu initialement au niveau de la valvulopathie. Donc, en fait, l'extensiline était faite pas toutes les 4 semaines, elle était faite tous les mois. Donc, je l'ai réduit à 3 semaines, à poursuivre pendant 10 ans, au moins jusqu'à 21 ans. Alors, un autre aspect, donc en haut à gauche, une valve normale, souple, et en bas à gauche, une valve mitrale, un rétrécissement mitral. Vous voyez la valve qui s'ouvre beaucoup moins bien, et la petite valve là, qui est quasiment immobile, qui ne bouge pas, celle-là qui est retenue, vous voyez. Là, pareil, la valve qui est rétrécie, qui est restrictive. Alors là, c'est un cas qu'on peut voir en phase aiguë d'un RA, qu'on peut voir aussi dans les CRC. C'est le flail, hein, les versions d'un feuillet mitral. Bon, en l'occurrence, c'est le feuillet postérieur. Vous voyez là, celui-là, là, il passe dessous la... Vous voyez, ça c'est le feuillet postérieur, là. Il capote, il passe dans l'oreillette, là. Voilà, c'est pour vous montrer ce que c'est un flail. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les allongements de PR, 0,16 de 3 à 12 ans, 0,18 de 12 à 16 ans, et au-dessus de 17 ans, c'est 0,20. Ce qui est intéressant, c'est de répéter le CG 1 à 2 semaines après, et si le PR se raccourcit, c'est très en faveur d'un RA. Bon, ça c'est le diagnostic différentiel, je ne vais pas m'appesantir. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir au plan diagnostic? C'est que la polyarthralgie, c'est devenu un critère mineur dans les groupes à haut risque et risque modéré. Ça reste un critère mineur dans les autres groupes.
La monoarthralgie, c'est un critère mineur dans le groupe à haut risque et modéré. La monoarthrite aseptique, elle devient un critère majeur si haut risque et modéré, mineur dans les groupes non à risque. Donc la cardite infraclinique, elle a été incluse comme critère majeur dans tous les groupes. Et puis la notion de RA probable. Donc voilà, ça c'est pour la partie diagnostic. Si vous avez, on va faire juste une petite pause si vous avez des questions sur la partie diagnostic, sur les critères de Jones. Sinon on passe à la suite. Bon, ça a été hyper clair. Alors. La discrimination homme-femme Ouais. est liée à la réexposition au streptocoque chez les femmes. Alors non, il y a deux facteurs. Il y a des facteurs intrinsèques, donc il y a des phénomènes génétiques, un peu comme dans le lupus, c'est un peu apparenté, il doit y avoir des mécanismes voisins qui font qu'elles réagissent plus au niveau auto-immunité. Et puis, il y a aussi des facteurs extrinsèques, c'est qu'elles seraient en plus un peu plus exposées que les garçons aux germes. Notamment parce qu'elles s'occupent de l'éducation des enfants, des tâches subalternes. Donc, voilà. Donc, il y a deux facteurs. Il y a un facteur génétique, il y a un facteur lié au sexe, mais un facteur génétique pour tout le monde. Mais il y a une susceptibilité des femmes dans ces maladies. Voilà. Et en tout cas, donc elles font autant de RA que les hommes, mais au niveau de la cardiopathie rhumatismale, qui après une maladie au long cours, avec des réactions inflammatoires, bon, que je ne pourrais pas préciser, je ne suis pas assez calé là-dessus, mais elle paye un lourd tribut. Il y a beaucoup plus de rétrécissement mitral chez les femmes que chez les hommes. Et il y a beaucoup plus de polyvalvulopathie. Il y a plus IM, plus même des triples valvulopathies avec des atteintes rhumatismales organiques, hein, pas simplement fonctionnelles. Donc c'est plus grave. Elles meurent plus tôt, elles ramassent plus, quoi. C'est inégal. Voilà. Donc ces critères, ils ont permis d'augmenter la sensibilité dans les pays en voie de développement, dans les pays à forte endémie de RAA. Voilà. C'est pour ça que ça a été revu comme ça. Bon, après, je vais vous parler de la prévention secondaire. Donc, alors, il y a plusieurs niveaux de prévention dans le RAA. Là, moi, je vais vous présenter la prévention secondaire, mais ce qui a fait très nettement reculer la maladie dans les pays développés, c'est la prévention primordiale, c'est-à-dire l'élévation du niveau socio-économique, l'hygiène, moins de promiscuité dans l'habitat. Donc c'est ça qui a et l'accès, un meilleur accès aux soins, plus l'utilisation des antibiotiques. La prévention primaire, il ne faut pas la négliger. Le traitement des pharyngites, c'est important. Si on pouvait avoir le vaccin, ça serait le top, mais le vaccin, il y a beaucoup de difficultés pour l'obtenir. Il y a une chose qui est très importante, je n'ai pas assez insisté, mais c'est sur les infections cutanées. J'ai complètement oublié de vous en parler, mais on pense que, par exemple, chez les aborigènes, les infections, il y a très peu de pharyngites. Il y a très peu de pharyngites qui sont décrites. Par contre, il y a énormément de maladies de peau. Il y a à peu près 45% de la population autochtone des aborigènes qui sont affectés par les maladies de peau, par l'impétigo, les furoncles, etc. Et le gros écueil, c'est que c'est vécu comme quelque chose de banal et de normal là-bas. C'est-à-dire que ce n'est pas vécu comme un fléau, comme un problème, et même, je dirais ici aussi dans les îles, dans les tribus, c'est pas avoir des furoncles partout, des pieds pourris, ça choque pas, quoi. Voilà, ça choque pas. Alors que c'est vraiment un réel problème. Et donc, il y a certains qui ont essayé de traiter la gale, simplement la gale aussi, en faisant diminuer le nombre de gales, parce que le Sarcoptes cabillaei, il transporte avec lui des streptocoques. Donc, dès qu'il y a des cas de gale, il y a souvent, ça sympétiginise et il y a des infections à streptocoques. C'est des streptocoques du groupe A d'ailleurs. Hein.
streptoa. Et donc on n'a pas pour l'instant la preuve qu'il y a un lien direct entre les streptocoques cutanés, les infections cutanées et le RA, mais il y a une forte présomption. Il y a des études qui sont faites en ce moment en Nouvelle-Zélande, donc ils ont trouvé 49% de cas où c'était probablement impliqué. Donc la lutte contre les infections cutanées, c'est au moins aussi important que la lutte contre les pharyngites. Ça, il faut vraiment faire la guerre. À ça, l'hygiène, en parler, en reparler, c'est le meilleur moyen de faire reculer la maladie. Donc l'angine, on en a parlé, le vaccin, bon, c'est pas pour maintenant. Après, en troisième niveau, vous avez la prévention tertiaire, mais c'est une fois que la CRC elle est installée, donc c'est le traitement de l'insuffisance cardiaque, la prévention des AVC, de l'endocardite infectieuse, enfin toutes ces complications de la CRC qui sont effroyables et qui vont conduire au décès. Alors, donc la prévention des récidives de RA, c'est une priorité, et ça reste une priorité, bien que certains aient pu suggérer en d'autres occasions qu'il n'y avait pas de preuves, etc. Oui, il y a des preuves. La prévention secondaire par l'utilisation régulière de la BPG est la seule stratégie de contrôle des CRC ayant fait la preuve de son efficacité et de sa rentabilité, quelles que soient les communautés et les niveaux de population. Alors, donc ça reste quand même le basique. Quand on traite par la pénicilline, on a versus pas de traitement, on a quand même plus, on a moins de rechutes. Autre chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que l'extensiline est supérieure à l'oraciline. Pour réduire le nombre de récidives de RA, le nombre de récidives de pharyngite. Donc, au maximum, essayez de faire admettre et adhérer à l'extensiline, bien que ce soit difficile, on en a parlé avec la douleur. Après, on peut négocier pour la voie orale, mais la voie orale, il y a beaucoup plus d'échecs qui sont liés à une moins bonne adhésion. Et il faut vraiment 2 prises par jour. Souvent, c'est fait en une seule prise par jour. Il faut 2 prises par jour et ce n'est pas toujours fait. Alors après, au niveau des intervalles, on sait que 2 semaines d'intervalle, c'est plus efficace que 3 semaines. Et 3 semaines, c'est plus efficace que 4 semaines. Pour des raisons de commodité et d'adhérence, on est parti sur 4 semaines. Mais on sait qu'au bout des 4 semaines, on commence déjà à être un peu juste en efficacité. Et ceux qui font, pour faire plus simple, 1 fois par mois, il ne faut pas rester sur l'extensiline. C'est par semaine que ça se prescrit et pas par mois. Ce n'est pas le 1er de chaque mois ou le 15 de chaque mois. Il faut vraiment s'attacher à faire ça. Bon. Après, si vous le faites 1 fois tous les mois, c'est toujours mieux que de le faire pas du tout. Mais voilà. Donc ça réduit la sévérité de la CRC au long cours, notamment dans les rétrécissements mitraux, même passé 40 ans. Si les patients sont d'accord, faut les laisser sous extensiline parce que ça peut freiner l'évolution des choses. Sous extensiline, il y a une régression des CRC légères dans les 5 à 10 ans, c'est-à-dire que ça se normalise, sauf s'il y a des rechutes de RA. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme protocole antibiotique? Donc, vous avez l'extensiline, l'oraciline et l'érythromycine. Donc, là, en première ligne, c'est l'extensiline. Et l'extensiline, c'est, pour faire simple, 1,2 million au-dessus de 20-30 kg. Alors, moi, j'ai mis les deux parce que ici, en Nouvelle-Calédonie, l'Agence sanitaire et sociale, pour des raisons d'AMM, a mis 30 kg. Les Australiens, eux, ils mettent à partir de 20 kg, ils balancent 1,2 million d'unités. Donc, vous pouvez retenir 30 kg ici, jusqu'à 30 kg. En dessus de 30 kg, c'est 1,2 million. En dessous de 30 kg, c'est 600 000 unités. En IM profonde, l'intervalle, c'est 4 semaines pour tout le monde. Et on passe à 3 semaines dans certains groupes. Alors, à qui on va d'emblée donner 3 semames au lieu de 4 semaines. Dès qu'il y a une cardite qui soit modérée ou sévère, ou un patient opéré, il faut les mettre à 3 semaines. Cardite modérée, sévère, chirurgie valvulaire, c'est 3 semaines. Si vous avez une récidive de RA
confirmé sous 4 semaines avec une bonne adhérence à 4 semaines, vous passez à 3 semaines. Donc c'est relativement simple à suivre comme schéma. Hein. 4 semaines pour tout le monde, 3 semaines pour les cardites modérées ou sévères, ou en cas de récidive, de rechute de RA, sous 4 semaines bien suivies. Ça veut dire que c'est un peu trop long et ça ne suffit pas. Après, si vraiment l'IM est impossible, refusé, on les passe à l'uraciline. L'uraciline, c'est 500 000 unités 2 fois par jour. Hein. Ça fait en fait un demi-comprimé. Bon, pour des questions de facilité, on peut mettre un comprimé 2 fois par jour, mais c'est un demi-comprimé 2 fois par jour. Et en cas d'allergie à la pénicilline, c'est l'érythromycine à 250 mg 2 fois par jour aussi. Alors la contrainte des voies orales, c'est que ça doit être pris matin et soir. Souvent, c'est oublié. Et en fait, en discutant avec les gosses et avec la famille qui est quand même sensibilisée à la maladie et qui ne veut pas qu'il y ait de récidive, si vous leur expliquez bien, écoutez, vous avez des risques, il y en a qui reviennent à l'extensiline parce qu'ils se prennent la tête avec ce comprimé. Je l'ai pris, je ne l'ai pas pris, j'ai oublié, hier je ne l'ai pas pris. Alors, ils sont pas tranquilles. Ils sont pas tranquilles. Donc finalement, il ne faut pas oublier quand vous avez des gens sous voie orale, depuis un moment, d'essayer de retenter de temps en temps de les mettre sous extensiline. Autre chose, l'extensiline, longtemps, comme c'est une intramusculaire profonde, on la faisait pas pour les patients sous anticoagulants, les porteurs de valves ou en FA, parce qu'on disait qu'une IM risquait de faire des hématomes. En fait, selon les guidelines australiens, eux, ils font l'intramusculaire sous anticoagulants. Et on ne la fait pas si vraiment il y a des hématomes, si ça se passe mal. Et moi, du coup, quand j'ai lu ça là, depuis quelques années, j'ai commencé à remettre de l'extensiline à des gens sous anticoagulants, notamment des patients opérés ou des RM en FA, et qui étaient sous uraciline. Et puis finalement, j'ai jamais eu d'arrêt à cause d'un hématome. Donc une intramusculaire d'extensiline peut se faire sous AVK. Alors, les facteurs qui vont influencer, ça c'est une diapositive importante. Qu'est-ce qui va influencer la longueur pour pouvoir motiver la longueur du traitement? Alors l'âge, les rechutes, c'est vrai qu'elles sont beaucoup moins fréquentes entre 25 et 40 ans. Elles sont rares après 40 ans. Par contre, même si elles sont rares, les rechutes peuvent menacer la survie d'un patient qui a une CRC modérée ou sévère, ou une chirurgie valvulaire. C'est pour ça que chez eux, on va les traiter beaucoup plus longtemps. La présence d'une cardite lors d'un épisode initial augmente la probabilité d'atteinte cardiaque supplémentaire en cas de rechute. Donc c'est vrai que si vous avez d'emblée un enfant qui fait tout de suite une cardite, et d'autant plus qu'elle est importante, vous avez intérêt vraiment à être strict sur la prophylaxie parce que la rechute suivante, la valvulopathie va s'aggraver. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les rechutes, c'est surtout dans les 5 ans qui viennent l'épisode initial. Donc c'est là qu'il va falloir concentrer les efforts. Alors il faut essayer de respecter la durée totale, mais si au moins les 5 ans qui suivent la crise initiale, on fait bien l'extensiline, c'est déjà pas si mal. Vaut mieux faire 5 ans bien que 10 ans n'importe comment avec une fois sur deux. Bon, l'adhérence, c'est bon. Donc, alors les durées. Donc, quel est le tarif? On a vu les intervalles, 3 semaines, 4 semaines. On a vu les doses, 1,2 million, 600 000 unités. Maintenant, combien de temps? Alors, pour tout le monde, la règle, c'est 10 ans après l'épisode le plus récent de RAA et ou jusqu'à 21 ans. On prend le délai le plus long. Soit 10 ans, soit 21 ans. On voit celui qui est le plus long. C'est-à-dire que s'il y a un RA à 18 ans, on ne va pas s'arrêter à 21 ans, on va s'arrêter à 28 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Dans le cas ici, il n'y a pas de cardite, on arrête, on a fini. Une CRC légère, qu'est-ce qu'on fait? On arrête aussi. Hein?
Par contre, les CRC modérés, il faut continuer jusqu'à 35 ans. Et les CRC sévères, il faut continuer jusqu'à 40 ans. Ça, c'est les guidelines australiens. Ou plus, alors ou plus, on a mis des petites croix, si le patient est d'accord. C'est une négociation. Moi, je le fais. Je leur propose toujours, je leur dis, écoutez, d'après les guidelines, on pourrait arrêter à 4 ans, à 40 ans, mais ça peut être utile. Il existe des récidives tardives, et puis même sans récidive, on pense qu'il y a peut-être, ça peut agir. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour le faire? Et c'est eux qui décident, je continue ou je ne continue pas. Voilà. Donc, à retenir en prévention secondaire, les doses, donc 30 kg, 600 000 unités. En dessous de 30 kg, 600 000 unités. Au-dessus de 30 kg, 1,2 million. L'intervalle, ça se calcule en semaines et non en mois. Et alors, quand vous faites votre calcul, si vous êtes en dessous de 80% d'injection, vous avez un surrisque de récidive de RA ou d'aggravation des CRC. Alors 4 semaines, ça fait 13 injections par an. 3 semaines, ça fait 17 injections par an. Alors, les 4 semaines, donc vous avez retenu, c'est le RA sans cardite ou la CRC légère. 3 semaines, c'est les CRC modérés, sévères ou la chirurgie, ou les récidives de RA sous 4 semaines parfaitement suivies. La durée, un RA sans cardite, une CRC légère, on fait 10 ans, 21 ans le plus long des deux. Les CRC modérés, c'est 35 ans. Les CRC sévères ou opérés, c'est 40 ans ou plus si le patient est d'accord. Donc voilà, ça c'est un point important, il faut que les idées soient claires parce que les retours que j'ai notamment par Nina, c'est qu'il y a une espèce d'hétérogénéité chez les cardiologues et les médecins de savoir combien c'est. Alors il y en a et on va leur dire c'est 10 ans, l'autre on va leur dire c'est 18 ans, d'autres c'est 21 ans. Moi je vous donne les guidelines qui sont là. Il y en a, ils font 5 ans. Alors c'est vrai que 5 ans bien fait, c'est toujours mieux que rien du tout, mais c'est pas logique. Et des fois, on récupère des patients chez qui la prophylaxie a été arrêtée alors qu'ils n'ont pas encore les 21 ans, et même dans le service de pédiatrie. Donc il y en a encore qui ne sont pas harmonisés. Et ça, voilà. Donc si vous avez des questions sur la prévention secondaire... On va devoir passer au sujet suivant. Oui, bon, je ne fais pas le dépistage. Alors. Non, mais je suis d'accord. Ouais. Ok. Bon, j'ai dit l'essentiel. Et puis le dépistage, là, ça concerne plus ces techniques, ça concerne plus les cardiologues. Bon, ben, je vous remercie. Allez. Hop. Bien dégrossir le sujet, il y aura quelques redites et ce sera moins touffu. Mais voilà, je voulais vous parler de quelques cas cliniques que j'avais eu l'occasion de voir là, ces dernières semaines, ces derniers mois. Non, c'est bon. Je vais faire... moi, ce qui me marque dans cette maladie, c'est la grande diversité des présentations, aussi bien cliniques qu'échographiques, pour avoir fait des échographies dans les écoles et puis maintenant être en cabinet. On voit vraiment de tout. Il y a des gens, des enfants asymptomatiques, symptomatiques, avec des échos très très différentes. Et c'est ce qui rend la prise en charge aussi difficile à mon avis. Donc voilà, donc ce qui nous intéresse, vous l'avez compris, c'est la fameuse CRC, la cardiopathie rhumatismale chronique. Hein, c'est un terme officiel, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est effectivement cette maladie des pays pauvres dans un pays riche, en tout cas pour notre pays. Et les Australiens, les Néo-Z ont le même problème avec leur communauté aborigène d'un côté, maori de l'autre. Et c'est une maladie qui touche presque quasi exclusivement les Océaniens, Kanaks et Polynésiens, Wallisiens. Je ne connais pas bien les pourcentages, mais je pense qu'on est à... plus de 95% d'Océaniens concernés, touchés par la maladie. Donc dans ce rapport-là assez complet qui a été publié en 2017, il y a vraiment 3 hotspots pointés. C'est l'Afrique subsaharienne, comme l'a dit Jean-Michel, l'Asie du Sud,
avec la Chine, l'Inde. Et donc l'Inde, du fait de sa grande population, est évidemment la plus touchée, la plus concernée par la mortalité, mais également l'Océanie, et la Nouvelle-Calédonie en fait partie. Bon, les facteurs, Jean-Michel en a parlé, donc je ne reviens pas dessus. Les termes, donc c'est ça, hein, pour ceux qui auraient envie de se pencher sur des articles en anglais, on a exactement la correspondance entre rhumatisme articulaire aigu, qui peut être responsable d'une cardite, la carditis, et nous, la CRC, que les anglo-saxons appellent la rheumatic heart disease. Donc vous verrez ça dans les articles. Donc la présentation très variable, et on n'a pas toujours de corrélation, moi je trouve, entre la présentation clinique, qui est parfois inexistante, et l'atteinte valvulaire qu'on peut voir en échographie. On peut très bien avoir des tableaux très très bruyants et des échos strictement normaux, et de la même façon des patients complètement asymptomatiques, sans histoire de RA, avec parfois des cardiopathies très sévères chez des gens relativement jeunes. Et de la même façon, en échographie, on peut très bien avoir une atteinte d'une seule valve ou de plusieurs valves. On peut avoir des fuites, on peut avoir des rétrécissements. Donc c'est plutôt la mitrale qui est touchée plus que l'aortique, et plutôt des fuites que des rétrécissements, mais tout est possible. Donc, quelques boucles. Alors, j'ai fait un peu schématique pour vous montrer quelques boucles d'écho. Donc là, en gros, on a une échographie normale avec la valve mitrale ici, qui est parfaitement souple, qui est fine, qui s'ouvre bien. Donc là, une valve normale, pour faire assez simple, hein. En rajoutant la couleur qui nous permet de voir s'il y a des fuites ou pas. Donc là, on n'a pas de fuite. Et on a la 4 cavités, où là, on voit les 2 oreillettes en bas, les 2 ventricules en haut, la valve mitrale, la valve tricuspide. Et c'est sur ces 2 vues principalement qu'on arrive à faire nos diagnostics de CRC. Donc la vue qu'on appelle parasternale grand axe. Désolé. Et la vue apicale 4 cavités, que vous voyez peut-être dans les comptes rendus. Donc voilà, au niveau des atteintes, après, nous on a l'habitude de raisonner sur les valvulopathies, en tout cas de façon assez schématique, en atteinte minime, modérée, moyenne, sévère. Donc là, j'ai essayé de mettre quelques boucles pour schématiser un peu ces atteintes. Donc pour l'atteinte minime, c'était un jeune patient de 19 ans qui avait un antécédent de RAA et qu'on a traité et qui a effectivement une atteinte minime à l'échographie, avec là une valve qui nous paraît un peu plus épaissie et des cordages qui apparaissent là ici. Ah, désolé, la boucle ne tourne pas, c'est pas très bien. Je vais vous la remettre. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on fait nos conclusions d'atteinte valvulaire minime sur des valves légèrement épaissies et des cordages un peu plus apparents. Mais ça reste assez discret. Donc voilà, on a parfois des cas un peu plus nets. Donc là, c'est une petite fille que j'ai vue il n'y a pas longtemps, qui, elle, n'avait aucun antécédent évident de RA, à l'inverse du précédent. Et elle a été dépistée en classe de CM1, ça devait être l'année d'avant, je pense.
Donc toujours la même vue. Et là, on a une valve, j'aurais bien aimé, ouais, voilà, une valve qui est, pareil, un petit peu plus épaissie. Et là, on a un petit début de ce qu'on appelle, nous, des restrictions, c'est-à-dire un feuillet qui ne va pas jusque-là, qui est moins souple et qui s'arrête assez tôt. Bon, là, c'est grossier, hein, mais en gros, quoi. Donc voilà, une valve qui ne s'ouvre pas aussi bien que la précédente. Et quand on met un peu de couleur, on a une petite fuite. Voilà, une petite fuite là qui part vers l'arrière. Donc là, ça fait vraiment fuite pathologique, à l'inverse d'une fuite qui pourrait être centrale. Donc voilà, ça c'est le genre d'atteinte qui nous fait tiquer. Après, sur une atteinte plus avancée, là c'est une jeune fille que j'ai vue il n'y a pas très longtemps aussi, qui a eu la chance de bénéficier d'une échographie au lycée, à l'occasion d'une étude qui a été faite l'année dernière, et chez une jeune sans antécédent, sans aucune plainte, et qui se retrouve à avoir cette valve-là. Donc comme a pu montrer Jean-Michel, avec voilà, cette valve-là qui bouge là, pour le coup quasiment plus, ce qu'on appelle nous le feuillet postérieur. Il y a la valve mitrale, il y a un feuillet antérieur, un feuillet postérieur. Et ce feuillet antérieur là qui est en genou, en aile de mouette. En dogleg. En dogleg, voilà. Donc voilà, 16 ans, lycéenne, et elle n'a jamais fait de RA. Et puis elle a cette valve-là qui est déjà bien pathologique. Donc là, avec la couleur, on a des fuites, on a un début de rétrécissement. Il y a la valve aortique au-dessus qui est touchée aussi. Bon, c'est moins net, donc j'en parle pas. Mais voilà. Et alors, tous ces enfants-là, moi, je m'amuse parfois à écouter, mais je ne suis vraiment pas la génération du stéthoscope. Et moi, je n'entends rien du tout. Hein. Donc, je trouve que l'auscultation est très mauvaise conseillère. Donc là, en cas de cavité, voilà, on voit une valve voilà, la petite qui ne bouge pas, la grande qui est coudée, et on voit l'oreillette là qui commence à se dilater, l'oreillette gauche. Contrairement à la première vue en cas de cavité, là où on avait une oreillette de taille normale. Donc là, sous un autre angle, voilà ce qu'on peut voir. Une valve vraiment qui s'ouvre pas bien, qui est épaissie. Et là, dernièrement aussi, en fait, c'est vraiment toutes les semaines quasiment, on a des histoires comme ça à raconter. Mais voilà, ça c'est une patiente adressée par son médecin traitant pour un bilan de souffle, qui avait beaucoup d'antécédents infectieux ORL, mais aucune histoire de RA. Et donc, entre la consultation avec son médecin généraliste et l'échographie, elle est passée en FA. Comme vous voyez, on a un cœur irrégulier. Et donc, alors là, avec une petite valve là, qui est complètement fixée, qui ne bouge plus du tout, très épaissie, probablement un peu calcifiée. Et cette grande valve là qui s'ouvre un peu, mais pas beaucoup. Et avec en amont une oreillette gauche très dilatée. La valve aortique qu'on voit en haut s'ouvrir et la valve mitrale en dessous qui est spaquée là, ici, là. Et alors là, bon, ça fuit dans tous les sens. Il y a un rétrécissement mitral. Et donc, vous voyez en cas de cavité la taille de l'oreillette. Et pour l'histoire, donc
elle n'avait aucun traitement. Et elle a été prise en charge à l'hôpital. Elle a eu une ETO qui montrait un thrombus dans l'oreillette. Donc voilà, typiquement, elle aurait fait un AVC si elle avait consulté un peu plus tard. Et c'est parfois le mode de découverte. Donc voilà, c'est les images un peu de Jean-Michel avec des grosses fuites sur les valves. La tricuspide aussi qui est touchée. Et donc voilà, moi ce qui me marque là dans cette maladie, c'est vraiment la grande hétérogénéité des présentations entre une valve complètement normale et une valve très très abîmée. On a l'impression qu'il y a des formes peut-être qui évoluent plus rapidement. Il y a des gens qui vont garder, des enfants, des adultes qui vont garder un aspect qui va rester, qu'on va décrire au fil des années, qui ne va pas bouger, et puis d'autres qui vont arriver d'année en année à l'échographie et qui auront des atteintes de plus en plus sévères. Ça doit s'expliquer probablement en partie la génétique et la réponse immunitaire que développe chaque patient par rapport à ça. Et donc moi, j'ai vu une petite étude là, qui a été faite en Australie, dans les territoires du Nord et dans les îles du détroit de Torres, sur des souches de streptocoques. Et la conclusion de cette étude, qui était un peu pas très simple à appréhender, mais bon, d'après ce que j'en ai compris, visiblement les streptocoques ils sont partout, ils sont aussi bien dans les territoires du Nord qu'en Calédonie, qu'en Europe, mais c'est vraiment les conditions environnementales qui font toute la gravité de l'atteinte. Donc effectivement, c'est très probablement une maladie de la pauvreté et des conditions de vie et du bas niveau socio-économique. Alors oui, un petit mot sur le rétrécissement mitral. Donc vous avez vu cette oreillette dilatée. C'est des gens souvent qui se présentent quand même qui sont dyspnéiques, qui peuvent avoir de l'insuffisance cardiaque, qui peuvent être en FA. C'est des gens vraiment qui sont très à risque de faire des AVC. Il faut les mettre sous anticoagulants et les AVK uniquement, pas les AOD. C'est souvent des femmes qu'on voit pendant leur grossesse et le diagnostic est parfois fait à ce moment-là. Et évidemment, c'est des patients qui sont à haut risque d'endocardite. Le traitement, juste un petit mot là-dessus, c'est cette valve-là, il faut essayer de l'ouvrir au maximum et à défaut la remplacer. Donc c'est ce qu'on appelle les commissurotomies mitrales percutanées. Je vous en parle parce qu'il y a des missions de chirurgie cardiaque là, qui vont se faire a priori de plus en plus souvent. Il y en a déjà eu 2, une équipe de Paris qui est venue et il y en a 3 à venir en 2019. Donc voilà, c'est des gestes qui peuvent être faits sur le territoire. Et donc la CMP, la commissurotomie mitrale percutanée, c'est fait uniquement dans le rétrécissement mitral. Et la dernière mission, ils en ont fait 6. Et quand l'équipe parisienne venait, l'équipe de Bichat qui est venue 3-4 fois sur le territoire, ils en faisaient en moyenne entre 10 et 15 par mission. Donc il y a vraiment un gros potentiel et je pense qu'il y en aura encore à faire pendant quelques années. Donc tout ça a un coût qui est difficile à évaluer, c'est sûr. C'est sûrement moins que le diabète, mais je pense qu'en journée d'hospitalisation, en Evassan, en traitement, en complications, en année de vie perdue, en arrêt de travail, à mon avis, c'est sûrement très très important et effectivement rien à voir avec le coût que peut avoir un traitement d'extensiline en comparaison. Donc le challenge est toujours là. Il y a un programme de dépistage échographique du RA en classe de CM1. Trop tôt, point d'interrogation. Alors trop tôt, est-ce qu'on le fait trop tôt et on passe à côté de ces jeunes
chez qui on voit des valvulopathies et qui sont peut-être passés à travers ça en classe de CM1. Mais c'est surtout trop tôt, à mon avis, pour en évaluer l'efficacité, parce qu'il y a sûrement un grand intérêt à faire ça. Et l'observance, j'en remets une couche, avec juste une petite plaque sur un rapport qui a été fait par les Australiens, donc, qui sont dans les territoires du Nord. Et j'étais assez effaré sur l'observance. Donc effectivement, les Australiens, je pense, assez carrés dans le suivi, dans ce qu'il faut faire, etc. Et en fait, quand on regarde en pourcentage de doses requises, il y a une petite progression entre 2005 et 2010, mais les patients qui reçoivent plus de 80% des doses, donc a priori le bon traitement, c'est 28% de leur population. Donc finalement, il y a un quart des patients qui reçoivent le bon traitement. Donc avant effectivement de dire que la piqûre ne marche pas ou quoi, il faut, à mon avis, se pencher là-dessus. Ouais. Donc il n'y a que 50% des... Mais voilà, c'est à mon avis 12 injections par an si on en fait une par mois, 13 si on en fait une toutes les 4 semaines, 17 si on en fait une toutes les 3 semaines. Et si, pourquoi pas, on passe à 15 jours, on serait à 26. Et c'est vrai que quand on regarde les carnets, quand on regarde les carnets de santé, quand on demande aux patients quand est-ce qu'ils ont eu leur dernière injection, la plupart du temps, ils ne savent pas. Ou c'était il y a 1 mois, ou c'était il y a 2 mois. Et quand on fait le compte sur l'année dans le carnet, je trouve qu'il y a quand même encore pas mal de doses qui manquent. Donc, à mon avis, il faut insister beaucoup là-dessus. Le suivi, bon, vous le connaissez. C'est vrai que nous, on aime bien faire au moins une écho par an, parfois 2 dans les cas sévères. Et on n'aime pas trop perdre de vue les enfants trop longtemps. Donc voilà, pour terminer, le diagnostic, il est primordial à faire, assez souvent difficile, en essayant de mixer la clinique, le bilan bio, l'échographie, en sachant que l'auscultation, comme je l'ai dit, est très peu, aide pas beaucoup. Et il y a une étude qui avait montré que l'échographie faisait 10 fois mieux. Donc c'est vrai que quand on lit les articles des années 50, 60 et qui décrivent exactement ce que c'est une cardite, avec le souffle apical, on en est loin. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment avoir l'échographie facile. En sachant qu'une échographie normale va exclure une cardite, parce qu'on ne va pas avoir cet aspect de fuite pathologique, va exclure la CRC, mais n'exclut pas le RA. C'est juste une écho, un RA avec une écho normale. Donc après, toi Jean-Michel, tu as fait un tableau assez complet sur les critères majeurs, les critères mineurs. Je ne sais pas si vous êtes... J'ai mis ça pour qu'on discute éventuellement. Est-ce qu'on peut considérer que dans cette zone de forte endémie qu'est la Calédonie, si on a des signes cliniques et une biologie évocatrice, est-ce qu'on peut partir sur un RA jusqu'à preuve du contraire, dans votre expérience? Ou est-ce que une phrase que j'ai vue aussi dans un article, est-ce qu'on ne peut pas considérer que le RA est le premier diagnostic à évoquer ici, devant une atteinte articulaire de l'enfant, quelle qu'elle soit, si c'est une monoarthrite, polyarthrite, si ça migre, si c'est des arthralgies? Est-ce qu'on ne peut pas dire, devant une atteinte articulaire de l'enfant, dans une population à risque, c'est un RA jusqu'à preuve du contraire? Alors avec peut-être des diagnostics différentiels à évoquer, il y a l'arthrite réactionnelle post-streptococcique qui est décrite. Là dernièrement, j'ai vu un enfant qui avait un diagnostic de purpura rhumatoïde, bon, qui paraît-il est quand même plus rare que le RA1. Mais à mon avis, il y a beaucoup de RA méconnus. Voilà. Bon,
ça on a déjà dit. Il faut avoir l'échographie aussi facile, je pense, dans la fratrie, dans la famille. Quand il y a des parents qui sont atteints, quand il y a un enfant qui est atteint, moi j'essaie de dire aux gens de venir avec les frères et sœurs quand ils ont l'occasion de revenir nous voir. Donc voilà, et je terminerai là-dessus. Là, j'ai laissé en anglais pour pas déflorer la traduction, mais l'étude donc, qui est sortie dans le New England en 2017 concluait à une prévalence et une mortalité en baisse sur une période sur un quart de siècle, avec ces fameux hotspots qui restaient, où la maladie restait très importante. Donc il y avait quand même du mieux. Mais l'Australien qui a fait l'étude là, dans les territoires du Nord dont je vous ai parlé, concluait l'article en disant que pour que la maladie soit éradiquée, l'Australie devait prendre à bras-le-corps les déterminants sous-jacents de la pauvreté et des conditions de vie. Donc je pense que la phrase peut s'appliquer en Calédonie. Et peut-être va-t-on assister à des résurgences de RAA en Europe avec de plus en plus de gens sous le seuil de pauvreté. Voilà, je vous remercie.